Bonjour Joselito. C'est pas Joselito aujourd'hui, c'est qui? C'est Arnaud Pelletier. Bonjour Arnaud Pelletier. Alors on se connaît pas Salut. encore, mais ça Non. va pas durer. Joselito est en vacances. J'ai cherché à la roulette qui remplace au pied levé. Merci Arnaud. Qu'est-ce que tu fais Bah, Arnaud? remplacer José Ito, c'est jamais simple, hein. Ce sera sans commentaire. J'ai testé. T'as déjà essayé, j'en suis sûr. Tu connais Joselito depuis plus longtemps par contre. Ouais, ça doit faire 3 ou 4 ans. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais alors qui est Arnaud Pelletier? Je me rappelle de cette question parce qu'il a fait ton LinkedIn et c'est sur notre chaîne d'ailleurs, mais Ouais, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, à part qu'on a eu un petit débat sur l'innovation, le marketing, etc. Je sais que ouais. tu parles de jobs to be done, mais tu fais pas du marketing pour autant. Alors, ça m'intéresse Non, beaucoup. non, non, je fais pas de marketing. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement la création de valeur. Donc, à partir du moment où il y a de la création de valeur et de la création de valeur, je dirais, par rapport au pilotage des risques, euh, l'innovation. Alors, tu vois, Et je te puis, mind map en live, là, hein, c'est la ouais, ouais, spécialité du jour. ouais. Et le Alors, tu me leadership dis, qui va avec. OK, création de valeur, bah, c'est un truc de marketeur, ça aussi. Oui, sauf que moi, ce qui m'intéresse en fait dans la création de valeur, c'est ce qui est en amont potentiellement en amont du marketing. Euh, c'est comment on passe d'une idée à un business model en fait. Donc il y a l'innovation qui est dedans, quoi. Comprendre les clients, vérifier la désirabilité d'une idée, vérifier la faisabilité, après vérifier la viabilité et puis éventuellement la scalabilité de l'idée. Voilà, c'est ce processus-là, moi, qui m'intéresse. OK, C'est pour ça donc que il y le a job to be un done, tiers de marketing et deux tiers de. Non, il y a la partie innovation et la partie pré-industrialisation, quoi. alors, ouais, c'est l'idée jusqu'à la transformation de l'idée en projet et toute la phase de préparation. Et par contre, dans l'exécution du projet, ça, par contre, c'est pas mon truc. Par contre, c'est tout ce qui va être le pilotage des risques durant l'exécution qui m'intéresse. Et dans la création Risque. de valeur, éventuellement, je remonte à un niveau d'au-dessus, c'est de piloter les portefeuilles de projets, dont Le ceux risque. d'innovation d'ailleurs. Risque, le mot est lâché. Qu'est-ce que le Oui. risque? Qu'est-ce que le Le risque? risque, c'est très mal traduit en français, parce que dès qu'on parle de risque, les gens pensent à menace. Mais en fait, les risques, si on regarde dans la théorie du management des projets, c'est soit des menaces, soit des opportunités. D'ailleurs, quand on fait un SWOT, il y a O et T, il y a opportunity et threat, il n'y a pas risque. Mhm. Donc le pilotage des risques, c'est minimiser les menaces, c'est maximiser les opportunités pour délivrer le maximum de valeur, pas uniquement à l'organisation qui fait le projet, mais aussi aux clients, à l'équipe projet et aux parties prenantes en fait. Les opportunités, les menaces. Alors, il y a de l'évaluation, du coup, j'imagine, parce qu'un risque, il faut le connaître. Oui, C'est alors d'impôt. c'est là où tout ça, ça commence à se mélanger. C'est que pour pouvoir prendre de bonnes décisions, euh, bah, il faut avoir, je dirais, un GPS. C'est-à-dire qu'il faut avoir défini sa stratégie, il faut avoir défini éventuellement ses KPI, on pourrait dire. Moi, je préfère les OKR, ça tire plus vers le haut. Et puis à partir de là, définir des critères pour prendre les décisions de façon objective pour éviter tous les biais. Et en gros, être capable de choisir. J'aime bien cette phrase, je ne sais plus de qui elle est malheureusement, mais de dire que décider, c'est renoncer. Et en fait, c'est Ouais. exactement ça. C'est renoncer à faire ce qui va bouffer le peu de ressources qu'on a pour ne pas générer le maximum de création de valeur. C'est dur. Non, c'est pas dur. Je m'aperçois en fait souvent que ce qui fonctionne pas,
dans la prise de décision, c'est que les gens enregistrent la décision et oublient le travail en amont qui a été fait. C'est pour ça que quand j'accompagne les gens ou en formation, je dis toujours, quand on prend une décision, ce n'est pas la décision qui est importante, c'est les hypothèses sur lesquelles on l'a basée. Et à partir du moment où on a noté les hypothèses, on peut prendre des décisions très vite, même si on n'a pas beaucoup d'informations. Et on pourra surtout revoir très rapidement si la décision est encore, je dirais, légitime ou pertinente, parce qu'on pourra revenir aux hypothèses de base. Et si on avait dit, je pense que ça, et ça conduit à cette décision-là, c'est très facile après de revenir vers les équipes, de dire, on avait dit que c'était une hypothèse, on a essayé de la valider, on s'aperçoit qu'elle n'est pas bonne, elle rentrait pour 50% dans la prise de décision qu'on a validée tous ensemble. Là, c'est le moment de se reposer la question avec un tel poids dans la prise de décision, si c'est toujours la bonne. Ouais, c'est un process qu'on a en marketing aussi d'ailleurs, quand on fait du marketing agile, avec les expériences de croissance, etc., où on essaye d'expliciter le plus possible en amont les hypothèses et qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était vrai, quoi. Voilà, Ok. donc en Et fait, donc, je l'ai cette appelé comme ça. capitalisation, ouais. C'est correct comme branche? Tu l'appellerais comme ça, ou tu as une meilleure idée? Je dirais, alors, ça paraît bizarre parce que c'est un peu compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué. C'est que c'est un peu autonomique, mais c'est piloter les décisions en fait. C'est plus que capitaliser, c'est piloter Ouais, les donc décisions la en notion de fait. pilotage, elle vient sur cette branche-là finalement. Oui, D'accord. tout à fait. C'est une décision, c'est comme une stratégie, quoi. C'est pas parce qu'on a pris une décision à un moment qu'on ne doit pas rester agile, comme tu disais, Mm. pour la remettre en cause. Ouais, c'est Et ce pour qu'on la dit remettre en cause, c'est dans nos ce que vidéos, tu as marqué. dans nos vidéos d'avant, quand on dit achetez-vous un cerveau, c'est ça en fait. C'est pas une décision et elle est prise pour toujours. C'est un ensemble de capteurs, un process d'analyse permanente de ce qui se passe et être capable de réviser, d'ajuster un peu en permanence, comme le cerveau d'un animal qui ne va pas trébucher au moindre obstacle. Voilà, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a que ça du coup dans la notion de pilotage ou il y a encore d'autres choses à prendre en compte? En fait, il y a d'autres choses. Oui, après, tout est lié. C'est-à-dire que tu peux prendre une décision à un moment qui est très bonne, et parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a aussi la priorisation, je dirais, de la création de valeur. On remonte à l'étage d'au-dessus. C'est-à-dire qu'au-dessus, on va faire exactement la même chose. On va définir des critères pour évaluer les projets au niveau de la création de valeur. Et donc, s'il y a une opportunité qui vient et que elle peut générer plus de valeur qu'un projet en cours, éventuellement, piloter, c'est aussi renoncer à un projet qui est en cours. Alors, tu C'est vois, le je suis principe d'ailleurs c'est ce qui fait la grosse différence d'ailleurs quand on travaille dans l'innovation, c'est que dans l'innovation, on n'a pas de business plan. On ne peut pas, puisque justement, on est en train d'innover. Et donc, on va être beaucoup plus sur du lean startup. C'est-à-dire qu'on va commencer, tu connais bien Strategizer, etc., etc. On va d'abord vérifier la désirabilité, puis après la Ça, c'est faisabilité, puis marketing, ça. après la Ça, c'est plus viabilité, marketing. Ça, c'est plus marketing. et puis après la scalabilité avant de cramer du gaz, etc., etc. Donc, mais du coup, tu dois parler à la partie marketing qui est désirabilité et compagnie, et tu dois aussi parler à de l'industriel qui est la faisabilité, la scalabilité. Alors, industriel, moi, je préfère parler exécution, parce que si on est dans les Ouais, au services, sens c'est la plus même large. chose. Ouais. Ouais, ça Voilà. me gêne pas de parler d'industrialisation du service. Oui, sauf que quand tu vas dans le domaine de la banque, quand tu leur dis industrialiser, ils pensent tout de suite à l'automatisation Ah, et pas forcément à la phase de conception. Donc, je vois. voilà. Et Ok, alors donc, les KPI, je vais les passer dans le pilotage. Alors tu vois que je ne sais toujours pas comment bouger un nœud. Tiens, voilà, tiens, comme ça marche. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Alors, il y a peut-être une notion de proba aussi, parce qu'on parle de risque et de potentiels résultats de décision. Donc, j'imagine qu'il faut en quelque sorte prédire, ou à défaut de prédire, il faut modéliser des futurs possibles et leur oui, alors probabilité. ça tu as ce qu'on appelle en anglais les decision trees, qui sont déjà Mhm. pas mal. Tu peux travailler ça aussi avec ce qu'on appelle, alors en français, c'est la valeur actualisée nette.
Ouais, mais ça, expected value, c'est ça? ouais, l'expected value, monetary value en Valeur anglais. actualisée nette, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Waouh. Ouais, ça Je jette, prends hein, des cours de français. ça Je prends fait, des cours de français aujourd'hui, merci. ça fait Euh, pro. Mais ce qui me gêne, si tu veux, dans ces aspects-là, c'est qu'on ne considère qu'une partie de la notion de création de valeur. C'est-à-dire qu'on va évaluer ça par rapport à des critères financiers. Or, il y a des fois, on lance des projets et le critère de succès du projet n'est absolument pas la rentabilité. Je vais te donner un exemple. Tu es en train de chasser un client depuis 10 ans, d'accord? Ça fait 10 ans que tu toques à la porte et tu n'as jamais réussi à rentrer. Et on te donne un tout petit projet, un projet, mais c'est ridicule, d'accord? Bah, si tu considères que sur ce premier projet, tu dois être rentable d'un point de vue financier, éventuellement, tu vas donner une mauvaise image à ton client. Et donc, à ce moment-là, sur ce projet-là en particulier, la principale création de valeur, c'est quoi? C'est de créer une relation de confiance avec ce client-là. Parce que la vraie création de valeur, c'est ce qui va venir après. Alors chez nous, Et on donc, appelle ça un lead magnet ou un produit d'appel. bah, écoute, pourquoi pas? Écoute, tu vois, Et tu prends voir des un cours de contenu. français, je prends des cours de marketing, chacun son Vo- truc, hein. Voir du contenu en fait, avec cette idée qu'on change un petit peu la relation avec des choses qui sont pas directement rentables, soit des petits produits, soit des choses gratuites à télécharger, soit juste du contenu et qui va créer un petit bout de la valeur que tu créeras avec ton produit principal. C'est un truc qu'on répète en permanence, donc ça m'intéresse de l'entendre décrit là dans ton scénario parce que c'est vraiment ça, dit d'une autre façon, mais c'est exactement le concept, donc c'est super. Donc, ouais, alors là, comment tu évalues des valeurs attendues, valeurs actualisées non financières pour le coup, comme celle-ci? Alors, c'est là où généralement c'est très compliqué parce que on va être sur des choses qui sont beaucoup plus intangibles. Euh, euh, Quand tu es sur les valeurs actualisées nettes, tu prends ton projet, tu affectes les ressources, tu sais combien il te coûte, etc., etc. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un gros tableau Excel, etc., etc. Quand tu es sur du non financier et qu'on se projette sur de la création de valeur future, euh, bah là, c'est toujours pareil, il faut faire des hypothèses, quoi. Hmm. Bah, création de valeur Faire des future, hypothèses. la notion de valeur actualisée, enfin, si c'est EV en anglais, c'est la valeur d'un scénario multipliée par sa Exactement, probabilité, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là où éventuellement les decision trees peuvent aider. C'est-à-dire que Ouais. tu prends hypothèse haute, hypothèse basse, Et tu donnes hypothèse celles qui te paraissent réalistes. une Et proba puis à pour ce moment-là, chaque branche ou ouais, c'est ça. je connais pas moi, hein, Ok. C'est ça. Et donc, ça, c'est la version, je dirais, simple que tu peux faire. Et puis après, si tu veux vraiment aller vers des choses où tu as un peu de données statistiques, par exemple, tu as déjà ce type de client, tu l'as déjà, cette typologie de client, j'allais dire, Ouais. tu vois, ce persona, mais je ne veux pas aller là-dedans parce que sinon on va croire que je fais du Ce type de marketing. client ou ce segment de client. Voilà, si tu as déjà de l'expérience avec ce type de client sur la montée en business avec eux, Mhm. tu peux faire de la simulation probabiliste avec ce qu'on Mm. appelle les méthodes Monte Carlo. Nous, on a les life cycle value aussi qui vont qui vont avoir ce rôle-là. Tu connais la valeur moyenne sur toute la durée de vie d'un client, le plus Mm, segmenté possible, évidemment. Après, mm. pareil, si tu segmentes trop, tu n'as plus qu'une personne et il n'y a Oui, plus la loi des grands nombres, donc la stat ne vaut plus rien. ouais. Donc, c'est l'arbitrage entre trop segmenté ou pas assez segmenté. Et encore faut-il avoir accès aux données. Et la plupart des boîtes, on leur demande leur life cycle value et ils ne savent même pas. Mm. Donc là, La voilà, plupart des... ça, c'est des choses qui peuvent se faire, mais là aussi, il faut avoir un peu de data avant, et surtout, il faut avoir la data dont on est sûr. Parce que Ouais, voilà. faire de la proba sur la donnée d'entrée qui est pas bonne, ça sert pas à grand chose. Et c'est piégeux parce que là, en rejoint les biais, quand tu vois un chiffre dans un tableau, il a beau être pas très vérifié, c'est un chiffre dans un tableau, tu as tendance à lui faire confiance. Tout à fait. Comment il s'appelle ce biais-là, tu sais? Non, celui-là, enfin, il y en a Moi non plus. tellement. Ouais, il y en a euh, beaucoup. Hein. Je sais il y même en pas. Ouais, a. il doit avoir un nom, j'en suis sûr, mais lequel? Oui, Le biais de s'écrit dans un tableau. Si vous savez, mettez-le en voilà, commentaire. exactement. Bon, ok, donc ça, c'est ton activité décision pilotage de risque. Tu fais ça quoi? Donc c'est à la demande, c'est du coaching, c'est du consulting, c'est du coachulting.
C'est plutôt du mentoring qui se traduit soit par du consulting, soit par du coaching, et en ce moment, plutôt du coaching et beaucoup de formation, en fait. Donc la notion de mentoring, c'est que tu vas plutôt aider un individu à monter en compétences et Alors, moi, ça à m'intéresse pas. l'aider à réfléchir. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas de faire à la place des gens. Mhm. Voilà, c'est la mission que je me suis donnée dans mon activité, c'est de partager mon expérience et mon savoir pour faire monter, faire passer au niveau supérieur les individus, les équipes et éventuellement les organisations. Donc, c'est pour ça que je vais du plan d'action au projet, au portefeuille projet, jusqu'à la stratégie, en fait. Tu arrives à rester longtemps sur une même équipe ou sur une même personne? Bah, quand c'est de la formation, pendant longtemps, ça a été du one shot. Ouais. Maintenant, avec des partenaires, on commence à faire des, euh, des circuits, des programmes où on prend une équipe, 8 à 10 personnes, et on les accompagne pendant 6 à 12 mois avec de l'e-learning, des travaux intermédiaires, du travail en équipe, du présentiel. Donc ça, on a fait ça récemment pour une grande banque française au niveau international où on avait 4 hubs. On avait un hub aux États-Unis, un hub en Chine, non, à Singapour, un à Londres et un à Paris. Et donc, voilà, on arrive à les faire travailler à distance. Ils touchent du doigt aussi la difficulté d'animer des projets quand on est tout en distanciel, etc., Mhm. etc., Tu avec les as une fait bosser dimension qui est. ensemble? Ouais, on les a fait bosser ensemble en fait. On a commencé d'abord par créer du lien à l'intérieur des hubs. Après, on a créé des liens entre 2 hubs, et à la fin, ils étaient les fils rouges qu'on leur donnait à faire étaient à faire par 4. Et dans le dernier sprint, en gros, il y avait toutes les équipes étaient sur les 4 hubs en même temps. Une personne aux États-Unis, une personne à Londres, une personne à Paris et une personne à Singapour. Et sur combien de temps ça s'étale, ça? Ce programme-là, il était sur 9 mois. Ah, quand même. Il était sur 9 mois, et c'est pour ça que c'est bien que tu sois au niveau du leadership, parce que on, euh, les outils, pour moi, c'est un moyen d'obtenir quelque chose, et ce qui est le plus important dans un projet, etc., c'est qu'on réussit grâce à l'équipe ou qu'on échoue à cause de l'équipe. Donc la dimension de leadership pour réussir à créer de la valeur, pour moi, elle passe beaucoup plus par comprendre chaque membre de l'équipe, quels sont ses leviers de motivation, quels sont ses aspirations, quelle est l'aspiration de chaque membre, quel est son niveau de compétence. Parce que généralement, quand on regarde sur les cartes de visite, la fonction ne dit absolument rien des envies et des compétences. Ouais. Ouais, donc c'est tout l'art du manager là. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait Ouais, hier, tout ce que tu fais, enfin, en tout cas la façon dont je l'ai perçu, c'est le management au sens le plus large et le plus noble. Je suis un lecteur passionné de Drucker, et tout ce que tu fais finalement, c'est le management, quoi. C'est l'essence de comment un business se développe, que ce soit le risque, le leadership et la partie création de valeur, donc marketing et innovation, c'est le ouais. management. Alors moi, je le mets sous un autre truc, parce que le management, c'est un peu fourre-tout. Oui, bien sûr, Quand aujourd'hui, on dit management, on va dire management bienveillant, etc., etc. Bon, ouais, ça, je laisse de côté. C'est mieux si on peut être bienveillant, mais si à la fin on est bienveillant et qu'il n'y a plus de clients, de toute façon, il n'y a plus d'entreprise. Donc, moi, je être malveillant, préfère. c'est pas top de toute façon. Ça dépend. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Il y a des sociétés dont on sait pertinemment qu'elles pressent le citron, et en Ouais, gros, mais elles tu attirent peux des le faire sans mercenaires. malveillance. Oui, mais tu peux le faire aussi sans malveillance. Mais on sait très bien qu'il y a des boîtes qui sont malveillantes. Comme un instructeur Et marine. Ouais. voilà, mais Ouais, ça n'empêche pas le succès. C'est pas top. Par voilà, définition, c'est pas top, mais ça n'empêche pas le succès, au moins pendant un temps. voilà. Et tu attires à ce moment-là des mercenaires qui Mhm. sont là pour être malveillants aussi avec toi et pour s'en mettre plein les poches. Donc, il n'y a pas de bon système. Le tout, c'est de savoir où on met les pieds. Et c'est pour ça que moi, je préfère la notion de tribu. La tribu,
elle est d'accord sur une mission, elle est d'accord sur des valeurs, elle est d'accord sur un objectif à atteindre. Et je considère justement que le rôle du manager ou du chef de projet ou du directeur de département ou du patron de boîte, c'est de réussir à transmettre cette culture pour préserver la tribu qui est là. Et ce que je vois souvent, c'est que quand les boîtes grossissent, elles oublient ça. Et en fait, la culture se délite et on fait rentrer des gens qui éventuellement ont de très fortes compétences, mais qui ne sont pas alignés sur la culture et qui Et qui font abîment. sortir ceux qui y étaient. Exactement. Exactement. Les meilleurs s'en vont les premiers. Exactement. Et, Ouais. Donc, et- et à cette la notion fin, de il y avait un entrepreneur. Alors, à l'échelle d'une petite boîte, tu t'en rends plus compte. Qui c'était qui racontait ça? Il faisait une petite conférence et il disait le jour où tu arrives dans ta boîte et tu te dis, mais pourquoi je bosse avec ces cons? C'est la cata, quoi. C'est que tu as créé une culture au début, ou pas d'ailleurs, tu as raté. Et à un moment, tu arrives et tu es avec des gens avec qui tu n'as plus l'affinité. Donc évidemment, à l'échelle d'une grosse boîte, ça ne se passe pas comme ça, tu n'as pas cette prise de conscience. Mais lui, comme c'était encore petit, il a juste réalisé que comme il ne savait pas embaucher, il ne savait pas maintenir une culture, tous les gens avec qui il aurait pu avoir envie de construire cette boîte avaient disparu. Il restait que ceux qu'il avait pris par manque de compétences de manager et de recruteur. Et à la fin, il a zéro affinité avec ces gens, il ne les apprécie pas. Et c'est mort, tu ne peux plus faire de boîte dans ces conditions. Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit, sur lequel je suis absolument pas d'accord, c'est que dans les grosses boîtes, on ne peut pas faire ça. Moi, je l'ai fait. J'étais dans Je des veux dire, grosses on boîtes. ne peut pas avoir la prise de conscience de se dire pourquoi je bosse avec tous ces cons. Je dis pas qu'on ne Si, peut si, pas si. créer Non, une non, non, culture dans une grosse boîte. justement, je suis Ouais, pas tu du tout peux. d'accord avec ça. C'est-à-dire que D'accord. tu peux très bien, à l'intérieur d'une grosse boîte, sur un projet, Ouais. créer une tribu et une culture qui n'est pas je dirais, dans le consensus mou de la grosse boîte. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des projets plutôt stratégiques où, en gros, on travaillait plutôt en mode commando, etc., etc. Et une de mes plus belles expériences, c'est dans une très grosse boîte, 40 000 personnes, mais avec une équipe commando, quoi, où on était vraiment en Navy Seals envoyés à la guerre, y compris contre la structure dans laquelle on était, quoi. Donc, non, pour moi, c'est cette notion de tribu et de culture, Ouais, elle peut elle marcher est, à condition d'autoriser l'émergence de ces petites unités dans la grosse boîte quand même. voilà, et c'est là où il y a justement, c'est ce qui manque le plus en France, dans cette notion de leadership, c'est la notion de sponsor. C'est-à-dire que tu ne peux faire ça que si tu es backé par quelqu'un qui a le poids de te préserver pour faire grossir ton projet, en fait. Et ça, c'est quelque chose dans les formations dans lesquelles je vais. Le sponsor, personne ne veut l'être, quoi, sur les projets. Est-ce qu'un C'est, sponsor est un leader? il devrait, parce que normalement, le sponsor, c'est celui qui dit mon projet est intéressant parce que ça, et il est là du début jusqu'à la fin. Ouais, ce qu'on retrouve, on parlait de Valve hier, eux, ils l'ont poussé à l'extrême où le management ne décide pas des projets, chacun peut lancer un projet, rallier du monde à sa cause, avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. On rentrera pas Mm. dans est-ce que ça marche ou pas chez eux, mais eux, c'est le cas extrême, quoi, je lance mon projet, je le vends à tout le monde, je crée l'équipe autour et je reste jusqu'à la fin pour délivrer. Ou jusqu'à ce qu'il Ce que soit je vois, mort. dans les grosses boîtes, ce que je vois très souvent, c'est qu'en gros, les sponsors sont plutôt des directeurs qui lancent une idée et qui balancent la patate chaude à quelqu'un qu'on nomme chef de projet et qui sert de fusible. Et qui sponsorise plus grand-chose, du coup, vu qu'il se décharge. C'est-à-dire que si ça fonctionne, il récupère les lauriers, et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il avait un mauvais chef de projet. Le fameux modèle. Et puis, on fait pareil avec les consultants aussi. Ils sont là pour ça, après tout. Oui, oui, oui. Après, le consultant a le choix de dire je vais dans ce mode-là ou je dis les choses. Le Ouais, consultant, normalement, a un devoir de conseil. bien sûr. Donc, Mais il au ne moins, doit si pas ça marche pas, forcément. on avait pris un bon consultant et il avait bien dit de faire comme ça. Ouais, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Ouais, donc on n'est pas dans du vrai sponsoring avec le cas que tu décris là et c'est ce qui manque, j'imagine, dans les. Alors, quel impact à l'échelle d'une grande organisation, quel impact de ne pas mettre en place ce genre de choses?
C'est justement que le pilotage des risques va être déficient. Parce qu'il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. On va beaucoup plus être sur des fédérations de départements que sur de la création de valeur pour le client final, et où chacun va essayer de préserver son territoire. Voilà, c'est super clair. Moi, j'ai travaillé au niveau de COMEX, de boîtes. En fait, les COMEX, c'est en gros chacun se tient par la barbichette, et le premier qui dit quelque chose contre un autre, on voit qu'on est dans du politique, on est dans de l'ego. Et en fait, les COMEX ne fonctionnent pas en COMEX. C'est-à-dire que normalement, quand on va dans un COMEX, on oublie qu'on est directeur marketing, on oublie qu'on est directeur des opérations, et on doit créer des projets qui vont créer de la valeur pour son organisation, y compris au détriment de son département. Et pour créer de la valeur pour les clients, parce que le client, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le patron de chaque boîte. S'il n'y en a plus, il n'y a plus d'argent qui rentre. Tiens, ouais, si tu crées pas assez de valeur, tu as bien un moment où un nouvel entrant ou un concurrent existant va t'en mettre une bonne. Tu as un exemple, un cas d'école un peu où, disons, ce genre de défaut était poussé à l'extrême, ou en tout cas poussé suffisamment loin, et où ça s'est ressenti vraiment sur le business à moyen terme, avec des problèmes de gestion de risque, des problèmes de création de valeur. J'ai Boeing qui clignote là. On les connaît. Il y a Boeing, il y a comment il s'appelle je crois que c'est il y a Boeing, il y a Xerox, il y a Kodak. Il y a quoi chez Xerox? Je n'ai pas en tête. Chez Xerox, c'est eux qui ont inventé Windows. Ah oui, c'est vieux là. Ah oui, mais c'est vieux, mais voilà, ils ont inventé Windows, ils ont inventé la souris. Oui, tu veux dire là, c'était la sous-exploitation, oui, par manque de vision, du coup, ce que j'ai pas noté d'ailleurs. Voilà, ouais, donc c'est ça, ouais. Sponsor, ouais. Donc là, le sponsor, il doit avoir de la vision, un effet d'entraînement. Oui, il doit définir les critères. Il doit définir des critères de succès, et c'est lui qui, en dernier ressort, quand l'équipe projet n'y arrive pas, va trancher au niveau de la décision. Vision, c'est aussi voir la valeur, du coup, tu le rangerais ensemble? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, dans la vision, il y a la notion de création de valeur du projet dans lequel il veut entraîner son organisation. Ok. Donc, donc le cas Xerox Park, ça serait le manque de leadership, le manque de vision fait que tu as des super ingénieurs qui peuvent inventer tout ce qui va exister dans les 40 prochaines années, mais à la fin, ça ne devient jamais un produit qui crée de la valeur. Et ça rebondit, ça fait le lien par rapport à la discussion qu'on a eue hier, c'est que tu as des boîtes qui sont des usines à R&D et qui ne transforment jamais ça en business model. Et il y a même des pays entiers dans ce genre-là. et ils ne font pas d'innovation. Il y a des pays entiers dans ce genre. Bah oui, mais voilà. Donc, le Minitel, c'était top. Hein. Ouais. Oui, ça a été. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Le Bebop aussi. C'est juste que voilà, le temps où tu peux être leader sur ton marché aujourd'hui, il est très faible. Alors à moins d'avoir un avantage, je dirais, soit de monopole, soit lié à un brevet. Alors là, les monopoles, on va rentrer chez Peter Thiel et la vertu du monopole de fait, mais je garde ça pour une prochaine fois. Sur la création de valeur, ou pas d'ailleurs, mais sur la création de valeur, je me permets d'écrire tout de suite la petite phrase de Drucker sur, comment il a dit, la notion d'innovation n'est pas une notion technologique, mais économique. J'espère que tu es d'accord. Économique, oui. Tu aurais dit financière, j'aurais dit non. Non, économique, au sens de la création de valeur, justement. Voilà. Et pour bien dire, arrêtez de vous focaliser. Alors, il a dit ça en 54. Hein, c'est pas, c'est un débat qui date, visiblement. Il était peut-être tout seul à en parler à l'époque. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, vu qu'on s'est financiarisé énormément, il y a beaucoup de boîtes qui sont pilotées au quarter. Ouais. Donc, tu as des managers qui savent très bien que pour avoir leur bonus, il faut qu'ils dégradent la création de valeur interne pour avoir leur bonus et les bonus pour leur gars. Donc,
Voilà, et on a vu Alors le là, c'est gros les effets fonds. d'incitation. Je le rajoute dans leadership, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, tout ce qui est incentive, on voit bien que tout ce qui est incentive individuel, bah, ça marche pas. Tout ce qui est que collectif, ça fonctionne pas. Et que donc, il y a un compromis à trouver. Et ce compromis, il sera le résultat de quoi? Il sera le résultat de la stratégie. Quand tu es dans une stratégie d'acquisition de clients, la rentabilité, c'est pas ce que tu cherches, parce que la rentabilité, tu l'auras plus tard. Donc, les incentives, c'est vraiment, il faut qu'ils soient alignés sur la stratégie, en fait. Comment tu décris la stratégie, toi? La stratégie, c'est d'être capable de faire ce que les clients ont besoin plus vite que les autres. Et qui va créer de la valeur pour ton organisation. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit aligné sur tes missions, sur la mission de ton organisation et les valeurs. Et dans la définition que je t'ai donnée, tu vois bien que une bonne stratégie n'est bonne qu'un certain temps. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, les stratégies qui sont à 3 ou 4 ans, bon. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le mec très connu qui a inventé la notion de stratégie en marketing et qui a, en gros, il a défini la stratégie, je crois, pas loin de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire choisir, c'est renoncer. Et en gros, il dit la stratégie, c'est quand tu arrives à te dire, voilà mon périmètre et voilà mon pas périmètre, voilà où je veux aller, voilà où je veux pas aller. Et il faisait le tour comme ça des boîtes qui avaient des stratégies, des boîtes qui n'avaient pas de stratégie. Et donc, ouais, ça revient à peu près à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut choisir et donc il faut renoncer. Sinon, ce n'est pas une stratégie, quoi. Ouais. Et en fait, la stratégie aujourd'hui, moi je considère que c'est de construire des business models. C'est Tu as pas été séduit de. par la team suisse. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme la stratégie maintenant, il y a tellement de paramètres que tu maîtrises pas, qu'il vaut bien mieux se concentrer sur un. Alors, c'est assez rigolo d'ailleurs. Quand tu regardes un peu dans le temps, on a d'abord défini des modèles pour faire des projets. Puis à un moment, on s'est dit, ouais, mais quand on a plusieurs projets, il faut qu'on partage des ressources. Donc, on a mis en place des portefeuilles de projets. Et ben, aujourd'hui, la stratégie, c'est piloter le portefeuille de business model. Donc, tu as des business models qui sont au niveau de ce que Strategizer appelle l'exploration, où là, on est vraiment au niveau de l'innovation. Et on a des business models qui sont matures, un peu comme sur le cycle de vie d'un produit, quoi. Et donc aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment ça. C'est piloter des business models. Ça Et rejoint un petit peu savoir aussi quels sont les projets d'innovation qu'on tue parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ou qu'ils ont un avenir, mais qui ne va pas contribuer, qui ne va pas permettre de contribuer à atteindre les OKR de la stratégie globale. Et à ce moment-là, on va les vendre. Où on va juste déposer du brevet et puis on va faire du licensing derrière. Ouais, avec l'approche innovation ouverte. Ça rejoint aussi un petit peu les notions de portefeuille produit, mais en plus avancé, qui avaient été mises en place, introduites par BCG et compagnie, avec cette idée de mapper ton portefeuille et de voir où en était chaque pièce du portefeuille et de la gérer en conséquence. Et du coup, on fait le lien avec ta partie pilotage décisionnel du début. Bah, c'est pour ça qu'en fait, voilà, et c'est pour ça aussi que tu ne peux renoncer, je dirais, avec moins de regrets que si tu as défini une stratégie, que si tu as défini des objectifs, que si tu as défini des critères pour, en gros, des hypothèses. les hypothèses et revoir très régulièrement, parce qu'on voit bien que, par exemple, ça change. les boîtes qui n'ont pas ces fondations-là, quand il y a une crise qui arrive, comme par exemple une crise liée à une épidémie, au hasard. voilà, vu qu'ils ne travaillaient, qu'ils prenaient tout ce qui passait, ils ne savent plus où sont leurs fondamentaux. Ouais. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Il n'y a plus rien. Alors, on a des problèmes de start-up là qui sont les mêmes dans les grosses boîtes, décrits comme ça en tout cas, avec ce niveau de lecture.
Oui, tu connais le taux d'échec des startups. Pas par cœur, non, mais c'est très haut. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils développent des produits. Ben, la startup, Ils la rés- notion de startup, c'est cette logique, c'est le portefeuille à l'échelle de la société entière. C'est-à-dire que chaque startup, c'est un élément de portefeuille de la société, de la civilisation même. Et ça tourne, et il y en a qui restent, il y en a qui disparaissent. C'est un peu la sélection naturelle de la création Oui, sauf, d'entreprise. sauf, sauf que moi, je le vois, il y a beaucoup de startups où ils rajoutent, ils disent juste qu'ils ont un tournevis qui est mieux que celui d'avant, quoi. Donc, on est Ouais. encore au niveau du forêt, quoi. Tu vois, pour reprendre l'image du job to be done, on en est encore au forêt. Ah, j'ai fait un forêt qui est mieux. Ouais, bah, écoute, 3M a fait un truc avec un autocollant qui permet d'éviter de faire un trou dans le mur et quand tu veux changer le truc, tu n'as pas à reboucher le mur. Donc, Yes. voilà. Et le problème des startups, c'est que souvent, elles sont focalisées sur une idée de produit et pas sur un besoin, pas sur Et, un job to be done et qui va faire tilt. tous les bons gourous en startup leur disent que c'est pas bien d'ailleurs. Oui, mais d'un autre côté, quand tu vois les montants qui sont levés sur des choses, bon. Alors là, c'est l'erreur de l'investisseur qui n'a pas tout compris non plus, du coup. Je pense que ça risque de changer là parce qu'il y aura un peu moins d'excès de cash que dans la décennie précédente à partir de maintenant. On va voir. Tu Alors, m'as parlé hier de. ouais, attends, tu as Ouais, marqué sur la création de valeur un pilotage au trimestre. C'est comme dans les risques, hein. C'est la- c'est la- c'est quelque chose c'est la périodicité minimum. C'est-à-dire que la loi de Murphy dit que tu vas avoir fait une revue de création de valeur le lundi, ouais. et c'est mardi qu'il va y avoir un événement qui fait que tu devrais le revoir. Et donc, c'est pas la peine de se dire, ouais, j'ai vu l'événement, mais je le revois dans un trimestre. Hein, c'est comme sur les risques, hein. Les risques, on dit sur les projets, il faut les revoir tous les mois. Quand tu identifies un risque qui est critique, tu n'attends pas le mois d'après pour que ton Ouais. étincelle soit devenue un incendie au niveau Alors, planétaire. ouais. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit quand le trimestre était trop court, c'est-à-dire pour la partie vision. Et là, tu es en train de me dire pour quand il est trop long, c'est-à-dire en pilotage de risque. Exactement. Ouais. Alors, du coup, je le mets dans le pilotage de risque, je ne sais pas où. Là, à la racine. Il y a cette Alors notion là, approprié. de trouver le bon rythme. Ouais. C'est le tempo. Le tempo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc, merde. Et ça vient ici, du coup, je pense, parce que c'est l'autre oui, élément d'agilité, c'est la longueur de tes cycles. Et, et je rappelle que l'agilité vient d'une méthode qui est une méthode militaire, OODA, qui est une méthode de champ de bataille. Peut-être c'était les marines, je ne sais pas. ouais. Donc, ouais, tes hypothèses, tes critères et tes intervalles. Et là, tu as refabriqué un cerveau, parce que le cerveau marche comme ça, avec plein d'heuristiques, avec des rythmes, avec des modes de perception, des modes d'interprétation. Résultat, beaucoup de biais, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout prendre en compte tout le temps. Et c'est comme ça que les biais arrivent. Et d'où l'intérêt d'avoir noté les hypothèses et d'avoir défini les critères pour de temps en temps être Calmer le biais obligé de revenir à du factuel. et Et s'autoriser si, des et rythmes si, plus voilà, et si longs les quand on a critères, quand, voilà, ouais, quand on a la possibilité et que la valeur d'y passer le temps, la valeur actualisée d'y passer le temps mérite d'y passer ce temps-là, on peut rallonger les cycles et être plus rationnel que quand il faut réagir du jour au lendemain. Et là, il y a plus voilà. Et d'intuition. l'avantage qu'il y a quand on a défini des critères et qu'on s'aperçoit qu'éventuellement nos critères sont plus les bons, c'est que généralement c'est un indicateur que la stratégie n'est plus la bonne. Comment tu sais que ton critère est plus bon? Ben, quand tu commences à dire, ouais, mais là, quand j'ai fait la note de cette idée-là, elle est à 100, mais moi, je suis Hmm. persuadé que c'est ce qu'il faut, ben, c'est qu'éventuellement, comme tes critères découlent de ta stratégie, c'est qu'éventuellement, c'est un bon indicateur de se dire, est-ce que justement, enfin, sans s'en rendre compte, est-ce qu'on n'a pas déjà pivoté au niveau de notre stratégie et qu'en fait, on reste avec un système ancien d'évaluation de la création de valeur qui est plus celui qu'il faut qu'on prenne en compte. Ok, donc c'est là. Alors, on parlait souvent avec José Lito du rapport entre la donnée et l'intuition. On est en plein dedans là. Si Ouais. ton intuition colle pas à tes données, alarme, alarme. Ta stratégie, tes critères donc de jugement sont peut-être pas les bons. Ouais, exactement. Excellent, excellent. Ben, je fais ça pour mes vacances, figure-toi, ou pour mes prochaines destinations, comme on est nomade. Ça m'arrive de faire des matrices pour comparer les scénarios. Je me force Ouais. à mettre des critères et après, si je vois que ça colle pas, je me dis bon, bah, ma pondération est peut-être pas la bonne. Alors attention, hein, c'est pareil aussi, hein, je dis qu'il y a des critères, mais il y a quand même cette,
c'est pour éliminer les très mauvaises idées, en fait. C'est-à-dire que je te prends un exemple. Tu définis des critères et le maximum que tu peux avoir comme note sur une idée, c'est 500 points. D'accord? Ouais. Bah, c'est de dire que, en gros, toutes les idées qui sont en dessous de 300, on perd même pas de temps à les voir. Ok, donc c'est de Et par contre, celles l'évidence. qui, Ouais. en Alors, gros, les critères servent à faire un premier tri ouais. et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est un truc qu'on utilise dans tout. On l'utilise en recrutement quand tu fais du scoring. Tu écrèmes comme ça avec les données. Comme ça, tu peux regarder en détail 20 personnes au lieu de superficiellement 200. On le fait quand on fait de la pub sur Google Ads. On met tout en tableau. On fait des filtres et tout ce qui est évidemment pourri de par les données de conversion, etc. On réfléchit même pas, tu coupes l'enchère par deux ou tu le coupes complètement et après tu passes plus de temps à ajuster à la main des trucs plus fins. Ça, c'est vraiment un truc qui marche dans tous les domaines, je crois, de la vie. Vive les tableurs et vive Et les alors, queries. ouais, moi là-dessus, tout ce qui est tableur, toi, là, je suis en train de coacher un responsable de portefeuille projet. Ils ont fait, pour évaluer les projets, ils ont un tableur, ils ont, je crois, 18 critères. On passe plus de temps à évaluer chaque critère qu'à prendre une décision, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Et là, l'espérance de gain devient négative parce que de toute façon, la différence que tu vas faire au niveau de la décision sera effacée par le temps que tu auras perdu à la prendre et donc par le nombre de décisions totales que tu auras prises. Voilà, exactement. Donc, il faut faire attention aussi, quoi. Je veux dire, une décision, l'absence de décision, pour revenir à ce que je disais, être capable de réévaluer, l'absence de décision démotive. Il vaut mieux une décision qui surprend les gens dans un premier temps, mais que tu peux justifier par rapport à des hypothèses que tu fais, etc., qu'attendre. De prendre la bonne Donc, décision. Sinon, c'est la paralysie d'analyse, comme on appelle. voilà, il y a un aventurier qui disait à partir du moment où on a 5% d'informations sur un sujet, on est capable de prendre des décisions, quoi. Pas mal. Donc, c'est Et ça. toujours pareil, ça dépend du contexte, ça dépend des enjeux et Et de surtout de la l'espérance de gain. stratégie. Et surtout de la stratégie. Si tu es dans une stratégie de rentabilité, là, tu vas vraiment couper les cheveux en quatre. Si tu es Ouais. dans une Sauf stratégie de quand c'est pas rentable. croissance, tu vas être beaucoup plus ça. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est dans le pilotage des risques, tu as aussi la personnalité des gens qui intervient. Ouais. Bah, on arrive dans Tu as les les soft gens skills, là. Parfait. Merci pour qui la sont transition. risk averse ou qui sont très risqués. Et c'est pour ça que quand tu prends des décisions qui sont importantes et quand tu fais une revue de risque, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau d'un projet, d'un plan d'action, d'une stratégie, d'une vision, d'une mission, d'une création, il faut le faire à plusieurs. Et c'est là aussi où la qualité du recrutement va faire que si tu n'as que des gens qui sont des flambeurs, bah, si tu mets que des flambeurs pour prendre une décision, à la fin, tu as une décision de flambeur, quoi. Que des D'un autre côté, arrogants à la Boeing, voilà. Par exemple, sans le nouveau commentaire. patron a dit que s'ils en étaient là, c'est que Boeing était tombé dans une culture de cupidité, d'arrogance. C'est pas moi qui le dis, c'est le nouveau patron. Voilà, tu peux te permettre. Mais voilà, typiquement, l'homogénéité à certaines échelles peut aussi causer du tort. Surtout ce type d'homogénéité. Bah, de toute façon, on voit bien, même dans Le la loup de Wall nature, Street. la consanguinité fait généralement que la ligne s'éteint rapidement. Ouais, Donc, on parle exactement. beaucoup de biomimétisme. C'est la Mm. diversité qui fait que un écosystème fonctionne bien. Hein. Ouais, la sélection naturelle, c'est un phénomène qui est passionnant et qu'il faut appliquer, pas en darwinisme social, parce que c'est pas comme ça que ça marche, justement. Mais il faut l'étudier et comprendre, parce qu'elles sont pas intuitives, les logiques de sélection. Enfin, c'est une intuition qui doit être cultivée. Euh, Mm. et justement, quand tu crées plusieurs petites équipes dans une boîte et qui ont ou même un portefeuille, quand tu crées un portefeuille d'innovation, elles sont en concurrence entre elles et c'est vraiment joli ce reflet de soleil juste sur la bouche. Ouais, ouais, tu vas juste avoir un coup de soleil, mais juste en bas. Regarde, j'ai les dents brillantes. Ok, alors on va pas se faire 2 heures parce que mes clients me disent toujours que mes vidéos sont trop longues. Pas tous, mais il y en a qui râlent. Ils se reconnaîtront.
Comment tu me parlais de soft skills hier, c'est hyper intéressant aussi. Donc, comment ça s'insère dans tout ça, si j'arrive à faire un zoom arrière? En gros, Ah, comment ça s'intègre dans tout ça? ou pourquoi? Ça vient le soft skill, les soft skills, c'est quoi en fait? C'est tout ce qui va permettre à la tribu de fonctionner dans sa diversité en fait. Donc, ça veut dire que le manager ou le chef de projet ou le directeur, etc., s'il veut être performant, il va falloir qu'il ait des individus à l'intérieur qui ont des personnalités différentes. Donc, il va falloir qu'il arrive à dialoguer avec tous, avec tous les profils. Alors après, je te passe tous les tests de personnalité qu'il peut y avoir, MTBI, DISC, etc., enfin, ProcessCom, etc., mais Big on Five. s'en fiche. On s'en Big up au fiche, Big Five. voilà, on s'en fiche un peu, mais on sait qu'on a des profils de personnes On avec qui s'en c'est fiche. facile de travailler. Il faut que ça marche, un minimum. Plus c'est actionnable, plus ça a d'impact sur le monde réel, mieux c'est, quoi. Oui, mais Parenthèse, mais bon, on après, toi, tu as travaille, la pratique. Avec voilà. la pratique, tu sais. Moi, je travaille avec quelqu'un qui est plutôt féru là-dedans. Il y a strictement aucune étude scientifique qui valide les modèles. Ouais. Aucune. Ah, mais Aucune. Big Le Five a MTBI, une forme de. Non, MBTI, c'est aucune. pas. Aucune. Pourquoi? Parce que de toute façon, on évolue et il suffit qu'on ait été contrarié par rapport à un coup de fil. On refait le test qu'on a fait 2 jours avant et le résultat n'est pas le même. Ah ouais, Donc, en termes de test, il n'y a rien qui marche, c'est certain. voilà, c'est ça Après, il y que je veux a dire. un modèle qui est un peu validé par la science, mais pas tant en termes de test ou de prédictibilité des comportements, mais en termes, disons, de comment dire, missiness, de qualité des axes et Hmm. de capacité à corréler ces axes avec des effets sur le monde réel, quoi. Mais bon, tu es très loin de tirer les cartes aux gens et à obtenir des résultats de Voilà. fou. Donc MBTI, ça marche sur les gens un peu extrêmes, genre moi, mais dans l'ensemble, c'est pas. ouais, mais pour moi, le soft skills, Mais ça voilà, aide à réfléchir, au moins. c'est en gros, c'est le grand schtroumpf, quoi. C'est quoi, Ouais, je le dis souvent, c'est le grand schtroumpf. C'est-à-dire, il a dans son village des gens, il sait exactement où sont les qualités de chacun, il sait exactement où sont les défauts de chacun, parce qu'on a toujours les qualités de ses défauts, il ne faut jamais l'oublier. Et quand il va y avoir un challenge ou un Gargamel qui arrive, il sait exactement qui il faut envoyer pour résoudre le problème et comment s'adresser à eux, etc., etc. Et il est Mm. respecté. Et donc, moi, Non. la clé des soft skills, c'est d'être de savoir, c'est le chef d'orchestre, en fait. Mm. Il y en a un Il va qui pas, disait. il va pas se substituer, il va pas se substituer aux experts techniques, mais il est capable d'assembler des équipes et de les faire Voilà. fonctionner. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. J'ai souvent pris les projets que personne ne voulait prendre dans les boîtes que j'ai fait parce que justement, on me disait que j'allais jamais. Il fallait faire bosser des gens qui avaient absolument aucune envie de travailler ensemble. Et jusqu'à présent, j'ai plutôt bien réussi, quoi. Et d'ailleurs, les autres projets ne m'intéressent pas. Les projets où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas de stimulation, etc., où il n'y a pas cette dimension humaine, ça ne m'intéresse pas. Les projets techniques, purement techniques, d'ailleurs, ne m'intéressent pas. Il y a quelqu'un qui donnait la métaphore aussi, surtout pour les entrepreneurs qui recrutent une première équipe, mais ça va être pareil dans des tribus internes à des plus grosses boîtes, du réalisateur qui doit distribuer les rôles. Euh, je trouve qu'elle est aussi parlante sur ce que tu viens de décrire. Voilà, Mettre moi, chacun à sa place, quoi. c'est ce que je dis souvent quand j'interviens. Moi, ma plus grosse satisfaction que j'ai eue, c'est sur un projet qui a été très, très compliqué, où à la fin, l'équipe m'a dit, peu importe le projet que tu fais après, on veut venir avec toi parce que tu nous fais grandir et on apprend plein de choses et on sait que ça va être compliqué, mais on sait que tu vas être derrière, quoi. Cette notion, toi, on parlait de sponsor derrière, c'est voilà, quoi. Et je trouve Et donc, qu'aujourd'hui, de voilà, leader on est, on la est un peu confiance, trop, ouais, la confiance. qui sur un Euh, plan purement économique baisse les coûts de transaction.
Ouais. Un autre point aussi, c'est, tu vois, en plus de savoir distribuer les rôles, c'est d'identifier les leviers de motivation des gens. Ouais, Voilà. Quand je limite dis alors distribuer les rôles, on a plus quelque chose qui est de l'ordre du technique. Euh, Par contre, tu vois, connaître les leviers de Hmm. motivation, savoir où sont les limites des gens, ça, je l'ai appris quand j'étais tout jeune, où, Hmm. comme j'avais pas d'enfant, etc., je bossais comme un taré. Ça n'a pas forcément changé, mais maintenant que je suis tout seul, voilà. Euh, mais où je me rappelle très bien, un vendredi soir à 19h, aller voir un gars avec qui je m'entendais très très bien et qui m'a dit: non mais Arnaud, là, tu comprends pas, là. Toi, tu es tout seul, mais moi, j'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent. Et c'est pas que je veux pas faire, c'est que là, tu me demandes de choisir entre mon boulot et ma famille. Bah, au moins, il a su Et communiquer. Tu me parlais d'analyse voilà, transactionnelle. On a du adulte-adulte, c'est bien. voilà. Et donc là, si tu veux, voilà. Et à partir de là, Tu m'as dit autre une, chose. Tu m'as une fois, ouais, dit les limites. Avant ça, tu m'en as dit un autre qui m'a paru très les intéressant. leviers Donc, de je vais dire motivation, comprendre ça. où sont les leviers de Le motivation job des to gens. be done. Ouais, La fais gaffe, ça, motivation, ouais, c'est la clé de tout. ouais, les leviers de motivation. Et là, tu vois, on rejoint un peu les incentives. C'est qu'aujourd'hui, Ouais. généralement, les seuls incentives qu'on donne aux gens, c'est les euros ou les dollars. Et toutes les études, par contre, montrent que c'est le plus mauvais. Ouais. Euh, Moi, je dis souvent, il y a des fois, une formation, ça va avoir bien plus d'impact que des sous, ou le fait de pouvoir aller à un séminaire, Ça etc. marche Enfin, il y a sur peut-être 15-20% des gens, mais le reste, il faut leur trouver autre chose, quoi. Exactement, ouais. Non, mais de toute façon, ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas parce que Il y a des quand gens tu te... sur qui ça marche, mais c'est pas la majorité et il faut les identifier, quoi. Oui, sauf que même quand c'est comme ça, tu compares combien tu as eu par rapport à ton petit collègue. Ouais. Et si ton petit collègue a eu un peu plus, oui, quand tu reçois ta feuille de paye, tu fais: Ouais, ça a ouais, j'ai eu ma des. prime. Et quand tu sais Mhm. que l'autre à côté a eu plus, en gros, ça a plus démotivé que motivé, quoi, au Bon, là, on final. arrive dans le désir mimétique et c'est encore un autre sujet d'anthropologie Ouais. qu'on se garde pour une autre fois. Cool. Bon, allez, un petit zoom arrière. Écoute, on s'est bien amusé là, c'est pas mal. Je vais te l'envoyer, tu me diras si ça ressemble un petit peu à ce que tu fais. Il faudra encore 3-4 heures pour finir, je pense. Enfin, finir. Ouais, moi, il y a un T'as autre point chose que je sur les voudrais softs? rajouter là. Ouais. Non, sur la création de valeur, en fait. Ouais, on est passé un peu vite parce que je trouvais que ça. Tu vois, sur la Dis-moi. création de valeur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des créations de valeur durables dans le temps. Hmm. C'est-à-dire que, tu vois, en gros, d'ailleurs, Alors, la valeur est création durable durable, ou la ouais, création est durable? Ou les la- deux? c'est les deux en fait. C'est cette notion de durable qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que sinon, en gros, tu vois, j'interviens aussi sur de la négociation raisonnée. Et la négociation raisonnée n'a de sens que si tu vas être en relation avec la personne potentiellement plusieurs fois. Sinon, en gros, si on le sait bien, hein, quand on va généralement à l'étranger, quand tu veux acheter un souvenir, la probabilité que tu reviennes là est très faible. Et en gros, tu sais très bien que tu as 90% de chances de te faire avoir. Donc là, on n'est Bon, pas dans une ça va création un de peu valeur mieux durable. avec Google Maps et TripAdvisor, mais Oui, mais ça voilà quoi. un peu. Ouais, ouais. Donc ces créations On de parlait de valeur, pour moi, confiance tout à l'heure aussi. Ouais. voilà, on parlait de, voilà, elle doit être durable. Et d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois à des gens qui me disaient: ouais, mais moi, en fait, je m'en fiche. Moi, mon produit, les gens en achètent qu'une fois dans leur vie. Ouais, je leur dis: ouais, sauf que la personne peut changer. Et la probabilité que tu la recroises dans le milieu professionnel est quand même pas neutre dans ton domaine. Et là, ta réputation, elle te collera aux fesses, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'elle soit durable. C'est intéressant parce Euh, qu'on parlait de sélection naturelle. Et il y a toute une branche ouais. de la théorie de l'évolution qui étudie tous les mécanismes qui créent de la collaboration dans le cadre de l'évolution. Et il y en a plein. Et ils sont de plein de sortes. Ils ne sont pas que génétiques. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a de la collaboration et de la coopération dans l'évolution.
Et il y a des gens qui laissent un pourboire, il y en a même beaucoup dans certains pays, même s'ils ne reviendront Mm. jamais dans ce resto et qui sont en déplacement. Et ça Ouais. crée une sorte de confiance, un Mm. peu la notion de karma, si tu veux. Ça fait une Mm. chaîne de confiance et de bienveillance. Ouais. Et ça Le existe dans le deuxième, monde de la sélection naturelle. Ouais. et le deuxième point, là, parce que comme tu as déjà mis Un truc bille. l'item, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que Ah, la création de valeur, elle doit contribuer à améliorer l'écosystème. Donc, si on le remet au niveau d'un projet, c'est évidemment, il faut créer la valeur pour son client. Il faut créer de la valeur pour son organisation, parce que sinon, s'il n'y a plus de revenus, etc., il faut créer de la valeur pour l'équipe projet. Il faut créer de la valeur pour les fournisseurs. Il faut créer de la valeur pour ce que j'appelle les parties prenantes. Et les parties prenantes pouvant être la société, l'environnement. Donc, client, équipe, parties prenantes, fournisseurs, organisation. le Léviathan. Alors là, on parle d'écosystème, on revient encore sur de la coopération à l'échelle de l'espèce ou au-delà. On n'est pas loin de la sélection naturelle encore. J'adore. Client, équipe, autre partie prenante, fournisseur, organisation. Organisation à définir d'ailleurs. Non, Organisation dans l'organisation, sa si propre tu veux, survie. c'est celui qui porte le projet. C'est-à-dire qu'il fait un projet pour quelqu'un et il veut en Okay. récupérer, il veut récupérer plus que ce qu'a, oh là, je commence à être fatigué, ce que ça lui a coûté. Il y a deux choses. Tu as le système en tant que tel qui maintient sa propre homéostasie et tu as le propriétaire du système qui est l'actionnaire, pour faire simple. Et c'est encore deux parties différentes. La partie je me Ah maintiens en tant que bah, système et la partie je récupère mon investissement en tant qu'actionnaire. l'actionnaire, pour moi, il est dans les autres parties prenantes parce qu'il D'accord. n'est pas dans les opérations. Quand je parle de D'accord. l'organisation, là, c'est l'organisation qui exécute. Donc, c'est jusqu'au PDG, quoi. D'accord. Je vais les grouper comme ça alors. Euh, donc là, ce que tu appelles l'organisation ici, c'est quoi? C'est la prod, pour faire simple? Non, pas forcément. C'est aussi les commerciaux. C'est en gros tout ce qui permet d'aller chasser du client et à la fin que le client soit satisfait, quoi. Par Et un contre, client. dans les autres parties prenantes, tu as éventuellement les autorités, l'environnement, la société, etc., etc. Alors, équipe, c'est quoi? C'est une sous-partie de l'organisation qui Oui, est c'est ça. C'est l'équipe celle qui avec va qui tu travailles, travailler toi? sur le projet, quoi. Ok. Projet, c'est attribut. C'est l'attribut interne. Et justement, tout le sel d'être chef de projet, c'est de réussir à créer l'attribut déjà en interne et de la créer aussi vis-à-vis de l'organisation, des fournisseurs, des clients et des autres parties prenantes. Voilà, trop fatigué pour corriger. Non, celui-là, on ne saura pas le relire. C'est pas possible. Bon, bah, si tu donnes des cours, tu donnes des cours? Ouais. Tu donnes des cours où? Euh, Où est-ce qu'il faut aller pour prendre des cours avec j'ai- Arnaud? Tu peux aller, tu peux m'appeler, j'en fais. Yes. Après, j'en fais avec des partenaires aussi dans pas mal de boîtes. Et puis, je suis aussi formateur expert chez Central Supélec sur ces aspects de création de valeur, de stratégie et de management de projet. Et bah, Central Supélec, bah, tu verras si ça t'est utile pour compléter ton matériel. Et on se refera peut-être une session un jour. Merci pour Et cette puis sinon, je fais du découverte. coaching. Hein, donc, voilà. Yes. Coaching, plus besoin de mind map. Et tu attaques e-learning aussi, tu m'as dit. Oui, ouais, là, avec les problèmes de déplacement et tout, Ouais. quand tu fais de la formation, il faut passer à une digitalisation. Alors, nous, on travaille beaucoup sur comment garder l'effet wow qu'on avait en présentiel. C'est-à-dire que on peut pas, euh,
digitaliser, c'est pas lire ses slides quoi, à l'écran, quoi. Ça marche plus. Si on veut avoir de l'engagement, J'ai et essayé, j'ai eu des problèmes. voilà. Donc, ça marche pas. Donc, voilà, les formations que j'anime, je suis en train de les retravailler pour provoquer le même effet waouh que j'ai quand je les fais en présentiel, en fait. Top. Et il y aura un site où on pourra s'inscrire, acheter des cours, des choses comme ça? C'est en cours de réflexion, ouais. Ouais, ouais. Et par Tac. contre, il y a un vrai truc là, par contre, C'est quoi ton site tiens, aujourd'hui? Dis-moi. Harpel.com. Arpel.com. Ouais. Ça sonne bien, Arpel. Je me demande d'où ça vient. Ouais. Écoute, j'ai beaucoup cherché, hein, puis j'avais un copain qui m'a dit il faut que le nom de ton site soit le plus court possible. Et il Hmm. pensait jamais que j'allais trouver un truc comme ça aussi court, mais bon. C'est bien Et, joué. euh, et là, par contre, il y a un vrai truc qu'on est en train de lancer là, suite à une demande d'ailleurs d'un client. C'est un programme en sortie de crise Ouais. euh, qui s'inscrit sur 6 mois et qui consiste pour les boîtes à identifier leurs talents futurs et à leur proposer un accompagnement sur 6 mois En interne euh, en interne, et pour faire les un peu de leadership. et, euh, et pour les tester en fait. C'est-à-dire qu'on on va les former sur la stratégie, sur la portefeuille, sur le business, sur l'innovation. Et pendant 6 mois, on va les faire travailler sur un projet. Donc généralement, c'est des talents qui sont sélectionnés par des COMEX ou des CODIR. D'accord? Et en fait, à la fin, ils vont venir présenter leur projet d'innovation au COMEX et au CODIR pour évaluer s'ils ont la capacité à avoir été testés leurs hypothèses, s'ils ont compris ce que c'est qu'une innovation, comment ils vont le présenter. Donc sur la partie, je dirais, alignement, business, Pilotage. présentation, impact, prise de parole, etc. etc. Ok, Donc donc toi, tu les aides à sélectionner en disant un groupe, un pool, tu les accompagnes sur cette durée et non, à la non, fin, la tu… sélection, c'est pas Non? moi. La sélection, Ok, c'est pas moi. Par contre, tu les moi, accompagnes et tu les testes. voilà, je vais les accompagner, je vais les former sur ce qui leur manque. Je vais leur, avec un blended entre du présentiel avec l'ensemble de la tribu ou de Si on nous l'e-learning autorise. ou du, euh, ou du, euh, ou du coaching d'équipe, en fait. Ok, cool. Et donc, Et comme donc, ça, l'organisation fait monter un petit groupe qui adopte ces méthodes qu'on peut appeler de management moderne au sens large. Euh, ok, ouais, et puis et éventuellement d'éviter, d'innovation. et puis aussi d'éviter de ne pas avoir de biais dans l'évaluation des gens, quoi. Top. Ouais, et puis d'utiliser ces critères que toi, tu promeus, Voilà, qui font partie de la méthode que tu emploies. voilà. Et Super. ça montre aussi, ça montre aussi aux talents que la boîte est prête à investir sur eux, quoi. Ouais, ouais, et Donc puis je c'est comprends aussi l'enthousiasme que ça peut créer. exactement, ouais. On se rend Super. compte, on fait de plus en plus de choses au travers notamment de Centrale Supélec, de certification interne dans les boîtes. Parce que justement, quand tu veux garder tes talents, Ouais. euh, Ouais, sinon les gens se lassent et puis ils vont chercher de la stimulation ailleurs. Et comme on disait tout à l'heure, tu perds les meilleurs. ouais, généralement, c'est les meilleurs qui partent en premier, hein. Comme on dit. Super, bah, merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour, je crois, un webinaire Job to be done, il me semble. Ou Ouais, interview pour les Job to be done. ce qu'on a dit, ouais. C'est ce qu'on a dit. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.